Bienvenue dans ton Joe et Frank. Ce matin, les progressistes conservateurs de l'île du Prince-Édouard ont regagné leur siège avec un vote super majoritaire. On parle également du nouveau projet de troisième lien. Finalement, les rumeurs étaient plus ou moins vraies. Pas mal plus vraies que fausses, mais quand même. Deux tunnels toujours, mais un qui sera uniquement consacré au transport en commun. On peut dire que Moret avait à demi raison, mais quand même, il était pas mal sur le point. Également, on s'est rendu compte, on va en parler, que José Legault vit dans un univers parallèle que Einstein avait théorisé parce qu'elle n'a pas vu la même entrevue que Trudeau a faite à Tout le monde en parle que celle qu'on a parlé hier. Et plein d'autres choses avec vous. Et bien sûr, la victime du jour, comme toujours, dans votre Joe et Frank d'aujourd'hui. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, Joey, Oui. tu es un des cacus les plus célèbres, je pense, quand même, avec il y a quelques autres noms, là, mais quand même, tu as été un des premiers de mémoire. Donc, je ne reviendrai pas sur cette histoire-là. Là, tu l'as parlé de long en large. Mais c'est ça. Pour les gens qui ne connaissent pas trop, tu fais des lives des fois le matin avec Yann. Ben, en fait, le jeudi, Matin, ouais. normalement. Puis tu t'as été aussi une fois dans le débrief en remplacement de Sam, qui à ce moment-là remplaçait Yann. Donc, bref, pour faire une histoire courte, Yann avait un rendez-vous à l'extérieur de la ville aujourd'hui, donc c'était impossible pour lui de faire le podcast. Et je t'ai invité à le remplacer, ce que tu as accepté et je t'en remercie. Sur ce, ben écoute, on va y aller avec la victime du jour. Parce que, ouais, encore une fois, il y a plusieurs candidats, là, mais il y en a quand même qui se démarquent, faut l'avouer. Fait qu'on y va avec la victime du jour. There's so much potential for beauty and for devastation. C'est quand même le mental breakdown le plus spectaculaire de l'histoire, à mon avis. Non, mais autant que, tu sais, quand on dit dans la vie, il y a beaucoup de gens, puis regarde, ça fait partie de la majorité de l'humanité, c'est on naît, on vit, on meurt, puis tu sais, très peu de gens, leur nom, du moins, est reconnu et survit à travers les âges. Mais cette femme-là, elle va survivre à travers les âges, j'ai bien l'impression. Elle est dans les livres d'histoire jusqu'à jamais. Je pensais pas qu'elle serait aussi célèbre que d'après moi, elle pensait pas devenir aussi célèbre que non, pas tout. Écoute, je sais que tu avais un petit vidéo à faire jouer. Ouais, ça va être plus en réaction. OK, parfait. Donc là, justement, en réaction avec ça, les victimes du jour aujourd'hui, ils sont plusieurs. Je les passe à l'écran. Des comédiens sonnent l'alarme. L'intelligence artificielle est une réelle menace pour le doublage. Et là, dans le fond, on nous explique là-dedans qu'il va y avoir comme l'intelligence artificielle se développe de plus en plus, on peut maintenant faire des doublages en simulant des voix humaines. Donc, il y en a qui connaissent peut-être là, de OpenAI qui fait ChatGPT, développe aussi, je pense, un truc qui s'appelle Voice AI qui va être disponible, je pense, dans le courant du mois sur Apple. Je pense qu'il l'est déjà peut-être sur Android. Il y a Parrot aussi. Il y a d'autres applications qui te permettent d'utiliser la voix, par exemple, de Joe Biden pour simuler des conversations et autres trucs comme ça. Là, eux pensent que ça va s'attaquer bientôt à leur gang-pain. C'est une réelle menace, très sérieuse. Ce n'est pas de la paranoïa. Ce n'est pas pour dans 10 ans, ça s'en vient très bientôt, lance le comédien et doubleur québécois Stéphane Davernas en entrevue au journal. Au Québec, plus de 1000 personnes tirent un revenu du doublage. En France, une pétition sur le site change.org lancée par le rédacteur en chef du magazine Synchro, Olivier Barbery, sonne l'alarme. Et là, écoute, on a des gens là qui sont pas mal en mental breakdown, là, je te dirais, là, avec l'idée de perdre ce. Ben, en fait, ça fait un peu penser à, je sais pas, là, le classique, là, le vendeur de glace
veut pas veut pas que les gens achètent des frigos parce qu'il va perdre sa job ou je sais pas, les gens Ou qui changeaient l'huile dans des lanternes, ils voulaient pas que l'électricité arrive. Tu sais. tu m'as coupé l'herbe sur le pied, c'est carrément que j'allais dire. C'est comme l'époque quand, justement, il y a quelques années avant la pandémie, quand il y a eu la grosse manifestation des gars de taxi pour Uber, tu sais. Moi, puis les ça nous prend des subventions, puis tu sais, faut se faire racheter nos permis. Est-ce qu'on a eu des subventions ou des programmes de sauvetage pour, justement, quand l'électricité est arrivée pour les allumeurs de rue? Non, puis même chose pour les fabricants voyons, du bottin jaune, là, les pages jaunes, justement, pour toutes quand Google est arrivé. Malheureusement, la technologie est rendue là, puis vous savez quoi? C'est une bonne nouvelle. C'est un des rares articles, parce que c'est rare que je commente, puis je fais des commentaires sur les publications Facebook, mais celui-là, je l'ai fait. Et je me suis dit, écoutez, autant que je suis pas d'accord que 100% du métier soit remplacé par des IA, parce que de toute façon, on le voit. Il y a des IA qui sont très bonnes, il y en a d'autres que tu les écoutes, tu vois c'est pas encore parfait, on sent encore le côté artificiel dedans, puis Ouais, ouais, ouais. ça mérite d'être peaufiné. Fait qu'on on n'est pas encore au point de vraiment de simulacre d'une voix parfaite, malgré que Joe Biden, je sais qu'elle est dure à battre, là. Mais Ouais. ça dépend des personnes, ça dépend des types de voix. Autant que je veux pas que ça arrive, justement, 100% du remplacement, mais au contraire, quelle opportunité. Même depuis que j'étais petit cul, je me disais, c'est plate parce qu'il y a des doubleurs, il y a des acteurs que, évidemment, la vie suit son cours, puis à un moment donné, ils décèdent. Malheureusement, on n'a plus accès à leur voix et donc, on a perdu ça à jamais, à part là, les œuvres qu'ils ont faites avant. Mais c'est ça que j'ai marqué en commentaire. Qui serait prêt d'utiliser OpenAI pour avoir la voix d'Hubert Gagnon pour jouer Homer Simpson? Tout le monde sait que depuis qu'il est mort, là, les Simpsons sont plus pareils, puis c'est plus écoutable. Là. Même chose, Béatrice Picard, celle qui fait Marge, a pris sa retraite, ils vont la remplacer par une autre. Mais ça sera jamais pareil. Mais elle a fait quasiment 20 quelques Ouais, ouais, années ouais. de contenu. Fait que l'IA, il y en a du stock pour modifier sa voix. James Earl Jones, la voix de Darth Vader, le bonhomme est rendu proche de 90 ans. Puis lui, c'était fait, il a signé avec Disney qu'ils utilisent l'intelligence artificielle pour regarder sa voix. Parce qu'on s'entend dessus que Ok, Darth ouais. Vader change la voix, ça tue le personnage du jour au lendemain. Ah non, c'est Mais clair. même chose pour Jean Piat, le doubleur qui faisait la voix française de Gandalf dans Seigneur des Anneaux. Il est décédé après les films du Hobbit dans 2014-2015. Puis avec les nouveaux projets de Seigneur des Anneaux qui s'en viennent par Warner Brothers, ça sera pas la même voix pantoute. Fait que autant que pour les nouvelles voix, je me dirais, OK, on peut amener du nouveau monde, continuer à utiliser les doubleurs, pas de problème avec ça. Mais pour des voix iconiques qu'on pourrait réutiliser pour des personnages, même j'allais dire quasiment même Bernard Fortin, là, tu sais, Non, mais c'est ça, ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est pour que Tom Hanks, là. ouais, puis à un moment donné aussi, ça peut peut-être amener un peu de variété. Là. Parce que moi, une des raisons pour laquelle, tu sais, quand j'étais plus jeune, j'écoutais un peu comme tous les Québécois, les films en version traduite parce que je comprenais pas beaucoup l'anglais. Avec le temps, je me suis aperçu que j'aimais mieux écouter les versions originales, mais maintenant, c'est comme ça que je le fais, en tout cas, la très vaste majorité du temps. Puis quand des fois, je retourne, mettons, chez des parents ou chez des gens, puis là, ils mettent un film, puis ils le mettent en version traduite, ça me surprend à chaque fois que c'est toujours les mêmes 4-5 voix qu'on entend tout le temps. Là. Toujours les mêmes. T'es Ouais. sûr que si c'est de la narration, ça va être Pierre Lebeau. T'es sûr que ça va être Bernard Fortin. T'es sûr que ça va être. Et puis les films des années 90, que littéralement la moitié des personnages, c'est la voix de Joël Legendre. Là. Tu sais, quand tu y penses, Ouais. ça a comme un peu mal vieilli. Là. Puis s'il y a un latino ou un italien, c'est sûr que c'est Michel Tadros qui fait la voix. Ouais, puis ça me C'est... dérange pas, tu sais, que. Non! Ça me dérange pas que ce soit plus. Tu sais, moi, Terminator avec la voix d'Yves Corbeil, je suis pas sûr. C'est. Non, c'est ça. Non, autant qu'il y a des voix iconiques qu'on pourrait oublier, puis il y en a, encore là, c'est très subjectif. Il y en a qui Oui, vont c'est dire subjectif. l'inverse. Fait que, mais... Mais bref, ça rame contre le courant Ah non, puis assez solidement. Là. la vidéo que je vais te montrer, c'est que c'est ça, c'est Oui. que ça a déjà commencé, parce que depuis 1 mois et demi, puis c'est sur YouTube partout, vous avez dû voir ça sûrement, c'est des parodies anglophones, bien évidemment. On utilise beaucoup les voix des anciens présidents américains, ou justement, mettons, je sais pas, Jordan Peterson puis Joe Rogan qui parlent de Bionicles, comme si ce serait une gang de geeks. Puis sur le coup, tu te dis, ouais, non, ça a l'air vrai sur le coup. Puis autant que quand tu le sais puis tu l'écoutes très bien, ouais, tu vois que c'est pas à 100% encore, c'est pas à 100% peaufiné, mais c'est le fun. Puis pour dire que on s'en va vers là, puis tranquillement pas vite, je vous dirais que là-dessus, j'y donne. Ça s'en vient dans pas très longtemps. Mhm. Mais
Je vous montre ça ici. C'est une des plus populaires, sortie il y a environ un mois, ça dure 30 quelques secondes. Mais c'est les présidents américains qui jouent à Modern Warfare 2 pour les grands écouteurs, grands gamers de notre auditoire. Voici. Now this is a good game. I remember popping this in the PS3, putting on some early Drake, and just blasting fools. Barack, this game was the best part of your presidency. I'm actually 10th prestige on my old gamer tag. XX, I spread democracy XX. George, be sure to not break the spawn trap by rushing in. I guess old habits die hard, huh? C'est malade. Guys, I got the AC-130 already. Of course you did. C'est incroyable. Là. Les voix sont parfaites. Là. C'est ça. Ben, Donald Trump, il manque une petite affaire. Mais sérieusement, mais là, on n'a pas entendu Joe Biden. Mais écoutez, vous irez voir ça. J'écoute une série faite par un YouTuber. Il s'appelle Joe Vakin. C'est qu'en gros, c'est Joe Biden qui se ramasse dans le jeu de Skyrim, dans Elder Scrolls 5. Puis là, il sait pas quoi faire. Mais c'est vraiment modelé. T'as le saut, t'as la face. Vraiment, ils ont utilisé un programme pour vraiment simuler tout ce qu'il dit. Puis avec le OpenAI, sa voix est parfaite. Puis, ah non, on est rendu à l'épisode 12, mais c'est puissant, là. Puis tu jurais que c'est lui qui narre tout le long. À un moment donné, même Jordan Peterson embarque dans le show, puis il a une voix parfaite comme Jordan Peterson. C'est malade, là. C'est incroyable, pareil, que ça soit rendu jusque-là. Hey, écoute, tu parlais de la voix de Donald Trump. Il faut en glisser un mot, pareil, parce que, tu sais, quand on était jeunes, nos parents nous disaient, quand tu vas dans la piscine, arrête de crier. Parce que maintenant, tu vas te noyer ou tu vas être en difficulté, puis on va penser que c'est rien que pour t'amuser. C'est pour ça qu'il ne faut pas crier dans l'eau. Mais là, moi, je suis la politique américaine de manière très assidue depuis, entre autres, les primaires républicaines où Donald Trump s'est présenté. Même chose. Et c'est aux 2 semaines à peu près depuis ce temps-là qu'on nous dit qu'il va aller en prison, que c'est ci, que c'est ça. Et là, tu sais, ce matin, c'est dans les journaux, un petit peu partout. Trump to appear in court on unprecedented indict. Here's what's next. Et là, on nous explique là-dedans que là, il fait face à je sais pas combien de chefs d'accusation. Il va-tu arriver avec des menottes? Il va-tu arriver avec ci? Il va-tu arriver avec ça? Et là, on sent que c'est comme un genre de wet dream pour plusieurs. Pour d'autres, les partisans, ça ressemble plus à un cauchemar qu'autre chose. Mais on a tellement brûlé cette idée-là qui pourrait avoir des conséquences judiciaires à ses agissements avec tout et n'importe. Tu sais, si tu lis le blog de Richard Etu, c'est 1 par semaine, 2 textes par semaine pour nous expliquer qu'il va être en prison depuis à peu près 5 ans. Fait qu'on dirait qu'on a tellement été immunisés contre ces affaires-là qu'on n'y croit pas, en fait, qu'il pourrait avoir un dénouement judiciaire à ça. On est... En tout cas, je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi, j'y crois absolument pas. Là. T'as-tu des flashbacks de quelques jours avant le dépôt du rapport Mueller? Ça fait très similaire, là. Même, j'avais vu des vidéos parodiques, ça venait d'une émission, puis il y avait justement remplacé les visages, puis t'avais Donald Trump qui se faisait ramasser par le FBI, puis t'avais justement Michael Comey, je pense, là, son ancien... puis là, c'était comme le grand héros, puis Mueller, it's Mueller time, nanana. Finalement, non, il n'y a pas d'ingérence avec la Russie. Ils ont tout pris un 2 minutes, puis t'avais même la gang de CNN en émission spéciale, un peu comme si t'attendais quasiment à la bombe nucléaire. Finalement, ils ont attendu pour rien. Là, t'avais Jack Tapper qui avait l'air d'un innocent sur CNN, toute la gang au grand complet. Même chose que quand ils ont essayé pas de le renverser, là. De l'impeach, ouais. De l'impeach, à 2 reprises, puis Russia, puis là-dessus, Trump a eu raison, ça a jamais collé, mais ils ont toujours voulu pousser ce narratif-là, pareil, même si, puis ils n'ont jamais admis qu'ils avaient raison, ils ont dit, ouais, mais, c'est un peu comme les théoriciens qui annoncent la fin du monde, hein. Tu sais, que tu dis, souvent c'est des complotistes un peu, puis là ils disent, OK, ça va arriver tel jour, telle date, telle heure, puis là ça arrive pas. Oui. Là, c'est jamais de leur faute, c'est jamais pour dire que, finalement, j'avais tort, je suis désolé. Non, c'est la faute d'un tel, les astres n'étaient pas alignés, puis oui, c'est ça. Il y a tout le temps une raison, un scapegoat pour dire que finalement, il y avait une virgule qui n'était pas à bonne place, là. Fait que, c'est une tempête dans un verre d'eau. Autant que là, parce que justement, ça clique, ça vend, c'est Trump, on tape dessus, c'est le punching bag médiatique parfait, tout le monde peut le kicker, personne ne va jamais te dire que t'as pas raison de le faire. Fait que c'est ça. Profitez-en, mes chers amis, tant que vous pouvez, parce que votre temps est révolu dans pas très longtemps, d'ici maximum 10 ans. Écoute, même Joseph Facal le dit ce matin dans le journal, dans son article qui s'appelle « Trump, le pari très risqué de ses accusateurs ».
Et là, il commence avec le disclaimer là, pour ne pas se faire canceller par la gang. Ouais, je l'aime pas, Donald Trump, il est pas bon, c'est une tumeur, blablabla. Bon, OK, on comprend. Mais Bien sûr, après, procession de foi, bien ouais, évidemment. c'est ça, exactement. Et là, mais après, il dit quand même, ce n'est pas une raison pour ne pas poser de sérieuses questions sur la stratégie de la justice américaine. Il semble acquis que les chefs d'inculpation retenus contre lui tourneront autour du paiement de 130 000 à Stormy Daniels, mieux connue sous le nom de Horseface, pour qu'elle garde le silence sur leur relation extra-conjugale. Acheter le silence de quelqu'un est peut-être immoral, mais ce n'est pas illégal en soi, rappelle Joseph Facal. Le seul problème ici, c'est que Trump était à ce moment candidat à une élection. S'acheter un café devient alors une dépense électorale que vous devez dévoiler. Trump aurait donc, selon ce que l'on sait du dossier, falsifié la comptabilité de ses entreprises pour dissimuler la raison du déboursé. Et là, en gros, ce qui explique là-dedans, c'est que tout ça repose sur quoi, là? Ça repose sur d'un quelque chose que pas. Parce que là, les gens mélangent tout. Ils pensent qu'il est en prison pour insurrection ou je sais pas quoi. Ce dont on parle, là, c'est qu'il y a juste à peu près lui puis les anciens présidents qui pourraient être amenés en cours pour ça. Parce que pour n'importe quel autre être humain, un règlement hors cours, si t'es pas un politicien, il n'y a pas de problème avec ça. Le seul problème, c'est qu'il ne l'aurait pas dit et que, dans le fond, ça rentre comme une genre de... C'est un peu absurde d'y penser comme ça, mais ça rentre comme une forme de dépense électorale, d'une certaine manière, d'avoir payé cette femme-là. Et tout ça repose sur le témoignage de son ancien avocat, qui, lui, prétend être au courant de l'affaire. Et comment il s'appelle, le gars? C'est-tu Michael Cohen? Je veux pas... Oui, exactement. Et ça, c'est Michael Cohen qui témoigne de cette affaire-là. Et Michael Cohen s'est fâché avec Trump pour des histoires justement personnelles dont on ne connaît pas tant que ça la teneur non plus. Donc là, tu sais, tu te dis, mais c'est un dossier vraiment... Tu sais, le parallèle avec l'ingérence russe, c'est un peu ça. Là, tu sais, c'est que tu regardes le truc puis tu te dis, mais c'est cousu de petits fils blancs qu'on dirait que tu tires là-dessus puis tout. Mais ça permet de faire un méga shit show politique. Les haters qui iront pas s'informer de ouais, mais c'est quoi les chefs d'accusation, tout ça, c'est quoi qui se passe? C'est de la haute trahison, c'est quoi? Eux autres sont persuadés que c'est quasiment une histoire de. Puis là, tu te dis, c'est un peu absurde pareil, là, parce que je veux dire, Bill Clinton, il n'a pas eu grand-chose pour l'affaire de Monica, alors que lui était président pendant ce temps-là. George Bush a déclaré la guerre à l'Irak avec une espèce de fake news sur les armes de destruction massive. Il n'y a jamais eu de conséquences à ça. Mais Donald Trump, qui aurait payé une porn star sans le dire, ça mériterait quasiment d'aller en prison. C'est surréaliste là, quand tu y penses. On voit que c'est gonflé, mais de manière exponentielle. Puis on le voit aussi justement, juste essayer de retrouver dans les médias mainstream, entre guillemets, de trouver la version réelle des faits de OK, purement et simplement, il va se faire arrêter pour ça, puis voici telle accusation, that's it, et voici ce qui pourrait arriver. Là, c'est tough parce que tu as 36 millions d'articles de plein de news networks, puis ah non, là, c'est la grosse affaire, puis enfin la fin, puis les gros éditoriales, puis tout ça. On voit aussi une grosse preuve de désespoir et je dirais pas de dernière chance, on n'est pas encore à ce point-là, mais on voit que les médias, on sait que CNN particulièrement, ils savent, là, ils ne vivent, le ratings ne vivent que pour Donald Trump. Donald Trump n'est plus là, ça tombe, ils s'en vont dans le fond du baril. On le voit, il est en mode coupure partout. Fait qu'à seconde qu'ils ont l'opportunité de leur sauter dessus, ils le font, mais de manière exponentielle, c'est sûr. Fait que c'est comme un peu le désespoir. C'est comme des hyènes affamées dans le désert. Ça fait quasiment des mois qu'ils n'ont pas mangé. On trouvait une vieille carcasse, même si c'est pas grand-chose, mais ils vont tous se mettre dessus, puis même si ça vaut pas tant à peine, puis c'est pas très important, mais c'est pas grave. T'sais, oui, c'est un ancien président américain. Oui, le fait qu'il se fait arrêter pour des charges, en soi, c'est une nouvelle, bien évidemment. Mais si ça aurait été, comme tu l'as dit, mettons que ça aurait été Obama, ou que ça aurait été, je sais pas, Ronald Reagan ou George Bush père, il y aurait une nouvelle, ça aurait fait, oui, mais est-ce que ça aurait été aussi gonflé que ça? Moi, j'ai le feeling que ça aurait été au moins moitié moins gros que c'est là. Ben, puis surtout qu'ici au Québec, c'est drôle parce qu'ici au Québec, là, on devrait avoir un peu de retenue avec ça, là, ce genre de truc-là. Est-ce que je dois vous rappeler qu'on a eu une vice-première ministre qui est l'UPAC est débarquée chez elle à 6 h du matin
Il lui a mis les menottes, ils l'ont embarqué dans un char de police, aka Nathalie Normando, et que finalement, de tout ça, il est resté quoi? Zéro. Zéro, zéro, zéro. Et à l'époque, on nous disait que c'était la première grosse pièce du puzzle. Jean Charest allait tomber. Il y avait toute une histoire de corruption là-dedans, l'argent, la construction, la mafia, les ci, les ça. Finalement, savez-vous ce qui est sorti de ça? Zéro. Mais non, Aucune preuve, aucune accusation, personne devant un barreau. Fait que, tu sais, moi, quand je vois ça, je me dis, moi, depuis cette histoire-là, là, tant qu'il n'y a pas personne d'enfermé quelque part, je ne crois à rien parce qu'on l'a vu plusieurs fois que ça peut être des pétards mouillés basés sur pas grand-chose. Tu sais, c'était quoi les éléments de preuve qui ont amené Lupac à débarquer chez Normando en plein milieu de la nuit pour aller l'arrêter? le livre Le Parti libéral, là, écrit par Oui. Québécois. Là. Non, mais ça, Frank, c'était correct. Elle était libérale. Tu sais, la classe journaliste, c'est toutes des péquistes en grande majorité. La fameuse la royale péquisterie. Fait que si tu bâches les libéraux, ça a été, je sais pas c'était qui, c'était pas Stéphane Bédard, le vice-premier ministre sous Marois? Ah, ça se peut, ouais. Ça aurait été lui. Oh mon Dieu, t'aurais eu les Martineau puis les Bob Côté, que ça n'a pas de bon sens. Puis de oui, ci, c'est puis de ça. politique. Ah, tu sais, ben non, Madame Marois est tellement fine, elle n'aurait pas pu corrompre une mouche, voyons donc. C'est ça. On voit après ça, nous sommes neutres, nous, les médias. Ouais, on va en parler avec José Legault tantôt, vous allez voir. Ah, mais c'est une chronique d'opinion. Ouais, mais il y a des limites quand même. Ouais, c'est ça. Il y a des limites à être à genoux pour faire, c'est ça, faire de la turlupette, là. Ben, c'est ça, là. Mais tu sais, pour conclure sur Trump avant de passer sur Trudeau, c'est ça. Moi, je veux dire, on en a vu des shows de boucan. Rappelez-vous ici qu'en France, Sarkozy devait aller en prison pour une histoire avec la Libye. On s'attendait à tout moment à ce qu'il se fasse amener les menottes au poing puis aux pieds. Puis il y a toute une histoire. Finalement, ben, c'est un peu un demi-pétard moitié. Finalement, j'essaie de penser, à part Dominique Strauss-Kahn qui s'était pris les pieds dans sa bite à New York, je veux dire, qui a vraiment, dans les politicos, été condamné pour tu sais, hors de tout doute, puis que ça fait du temps en tôle, puis tout ça? Là. Il n'y en a pas tant que ça. Là. Fait que, tu sais, il faut arrêter de prendre nos désirs pour des réalités. Il y a beaucoup de fantasmes là-dedans. Puis, tu sais, il y a aussi un enjeu là-dedans, quasiment, je te dirais quasiment de paix sociale. Là. C'est-à-dire que là, tu sais, c'est pas un politicien backbencher, sénateur inconnu d'un État reculé de je sais pas trop où. C'est le candidat anticipé pour la prochaine présidentielle. Tu sais, s'il faut que ça dérape, cette affaire-là, ça peut être très grave là, en termes de conséquences pour le. Tu sais, est-ce qu'ils sont pas en train de provoquer en le voulant ou en le voulant pas? Je rentre pas là-dedans parce que j'ai pas de preuve de rien. Mais tu sais, ce qu'on a vu le 6 janvier, ça peut se reproduire. Là. C'est ça. C'est que déjà que la paix sociale ne tient qu'à un fil aux États-Unis, on voit que ça. C'est de plus en plus polarisé, autant des deux côtés en passant. Les démocrates n'ont pas 100% de la faute, là, autant que Joe Biden n'aide réellement pas. Là. Mais c'est d'un bord comme de l'autre, puis j'ai l'impression que la division du bipartisme entre élite et classe moyenne de plus en plus, qui disparaît de plus en plus via l'inflation et tout, fait que la déconnexion entre la classe politique aux États-Unis puis le marché des vaches est de plus en plus béante. Et malheureusement, sachant que c'est une vraie cache de poudre, ce pays-là, ben ça pourrait s'enflammer très vite. Donc, il va falloir faire attention. Autant que c'est ça, il faut y aller avec des pincettes. Absolument. Écoute, on va passer à la déclaration d'amour de José Legault parce que ça me semble... on la garde-tu pour la Patreon, celle-là? J'aimerais ça qu'on parle, je pense que les gens seraient contents qu'on parle de la fameuse histoire du troisième lien qui vient de sortir parce que j'aurais pas le goût de le mettre ça derrière le paywall. En tout cas, c'est toi qui décides. Écoute, on peut en glisser mots, puis peut-être au pire, on se... Comment je pourrais dire ça? On se gardera plus de développement peut-être pour la partie Patreon, mais dans le cas de... C'est qu'en fait, quand tu compares la couverture médiatique qu'il y a dans le Canada anglais, tu sais, je veux dire, le Globe and Mail, qui est un média libéral, là, le Globe and Mail, c'est pas un média conservateur du tout. Là. Ça fait des semaines qu'ils sont sur l'ingérence chinoise. C'est eux autres qui ont sorti toute l'affaire sur le député Han Dong. C'est eux autres qui sont sur bien des dossiers super intéressants. En fait, c'est un média
que je trouve de plus en plus équilibré, somme toute, comparé à ce que ça a déjà été, puis comparé à certains médias qu'on a dans le dôme. Et quand tu lis, ce matin, je lisais cet article-là qui est super intéressant de Frank Stronach, qui parle de comment le Canada est sur une espèce de dérape en ce moment, là. Et là, il dit pourquoi est-ce qu'on ne sonne pas le signal d'alarme? Pourquoi est-ce que personne ne fait rien sur l'État du Canada? Et là, il relate un sondage que la National Post a commandité, qui a été fait sur une série de Canadiens. Et ce que ça démontrait dans ce sondage-là, c'est que 7 Canadiens sur 10, parmi les gens sondés, et là, je vous lis la citation, feels like everything is broken in this country right now. Ça Donc, semble comme si tout était brisé, tout ne fonctionnerait plus. exact. Et là, il Ouais. parle du déficit de 40 milliards encore cette année, plus un autre 40 l'année prochaine. Il parle de l'économie canadienne. Il parle de l'inflation, de la skyrocketing inflation. Il parle des problèmes d'habitation, comment les gens ont de plus en plus de misère à se trouver un appartement, un condo, une maison. Il parle, bref, c'est un article qui fait, je te dirais, qui finalement se conclut en se disant most of us know that we're heading in the wrong direction. Not only are we driving the wrong way, we're driving straight off a cliff. More of us needs to start sounding the alarm. Donc, c'est un article qui se veut. Là, c'est beau, là, Trudeau, là, on a fait le tour, là, mais il faudrait penser à que maintenant, c'est plus juste une partie de plaisir. Et là, je lisais ça et je m'en vais en parallèle dans nos bons médias québécois. Et voici. Brace for impact, tout le monde en passant. Là. Si vous êtes en train de manger quelque chose ou vous êtes debout, assisez-vous parce que Ouais, c'est ça. Là. Et là, qu'est-ce que je vois, nous autres, quel genre d'article qu'on a dans nos médias? Justin Trudeau, le combattant, est de retour. De José Legault. Et là, il nous dit qu'il a brisé le tabou du déficit zéro, qui est rendu plus à gauche que l'NPD, puis c'est tellement extraordinaire. Que Pierre Poilievre fait pas le poids, que à tout le monde en parle, il a quasiment, il a quasiment annihilé MC Gilles, écoute ça. Il offrait, elle parle d'MC Gilles, il a offert à Justin Trudeau l'occasion dorée d'expliquer en long et en large sa philosophie sur les finances publiques. Sa citation ne mérite même pas d'être appelée une pensée constructive, encore moins une si bonne acte de philosophie, là. On est dans le simplisme à côté, puis dans l'imagerie, puis dans la politique à 2 cents, puis dans la démagogie au cube. Ah non, c'est n'importe quoi là, ce qu'il raconte là-dedans. Et là, il parle de Jean Chrétien qui n'avaient pas d'affaires à faire le déficit zéro. Idem pour Lucien Bouchard et Philippe Couillard. De par leur obsession partagée du déficit zéro, ils ont chacun miné les 2 grandes missions d'un État se disant progressiste, santé et éducation. Madame Legault prouve mon point. Je le dis dans plusieurs de mes chroniques un peu partout. Le Québec, on prend l'exemple de l'État-providence, mais le Canada est un peu différent, mais quand même assez similaire dans le principe de Confédération canadienne d'États progressistes. Et moi, j'appelle ça la méthode Ginette Renault. Un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller encore plus loin. C'est toujours ça. Tu peux jamais aller en arrière. C'est soit le statu quo ou c'est un peu plus haut, un peu plus loin. Toujours plus de programmes, toujours plus d'argent, toujours plus d'endettement. Reculer. Dépensez moins. Voyons donc, êtes-vous un austère, vous, monsieur? Et souhaitez-vous l'austérité? Comme dirait Justin Trudeau, voulez-vous que le monde reconnaisse leur classe sociale avec la qualité de leurs dents? Ah non, c'est... Sérieusement, mais sur quelle planète cette femme-là vit? Oh, je comprends que c'est une boumeuse d'une autre génération, mais il y a quand même des simonacs de limite. Et c'est une femme dite des médias. C'est pas Pinot Caron qui prend sa retraite dans un rang dans le fin fond de la Mauricie ou de quoi de genre, qui écoute quasiment pas les nouvelles à part TVA Nouvelles, puis qu'on lui demande son opinion dans la rue comme un Fox Pop. C'est une femme qui fait des chroniques, qui fait des commentaires dans les médias, qui est censée être informée. Mais non! Soit que ça a l'air plus être une chronique commandée que nécessairement un propos de la réalité, parce que si elle a réellement vu ça, excusez-moi, mais sa capacité de chronique ou d'analyse de politique est aussi pire qu'un étudiant de première année en Sciences Po. Je suis désolé, et ça, c'est aucunement, comment je peux dire ça,
pas politisée, mais en fait biaisée par rapport à, autant que je suis plus de droite que elle, mais ah non, ça n'a aucun bon Ben, sens. c'est qu'en fait, ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'elle dit que il faut arrêter avec. Elle répète au moins 3 fois dans son texte l'obsession du déficit zéro. L'obsession du déficit zéro. Mais l'obsession des déficits, on en parle quand, ça? Qu'il n'y a aucun budget d'équilibré depuis 2015, que le but de la vie maintenant, c'est d'être dans le trou pour se payer des affaires dont on n'a pas moyen de se payer. Puis tu sais, comme nous le rappelait Philippe Couillard, qui lui-même se considère toujours comme un social-démocrate, le but de faire un déficit zéro puis d'avoir des finances publiques équilibrées, c'est de pouvoir t'assurer à long terme de pouvoir payer Dépenser, justement ben oui. des missions fondamentales. Puis ça, tu vois, je m'étais sorti des notes là-dessus sur le budget de la ville de Montréal. Tu vois, la ville de Montréal, c'est un bon exemple de social, entre guillemets, démocratie, mais au niveau municipal qui est détraqué. Là. Parce que eux prétendent qu'ils ont besoin d'argent pour faire ci et ça. Ah, on a des enjeux, logement social, on a des enjeux, l'eau, les égouts, ça coûte cher, ça coûte ci, c'est pas facile, c'est ci, puis c'est ça. Écoute, j'ai leur budget devant mes yeux ici. Je peux même vous le mettre à l'écran. Vous allez trouver ça drôle, vous allez voir. Je l'ai ici, donnez-moi une seconde. Budget 2023. C'est pas super gros, là, mais quand même, les gens peuvent voir, mais je vais dire les chiffres pareils. Là. Regardez le chiffre qu'il y a ici. Là. Presque 18% de toutes les dépenses de la ville, hey, c'est de l'argent, là, 18%, va à rembourser la dette de la ville. Le service, en fait, même pas à rembourser, à payer les intérêts sur la dette. Juste pour donner une idée aux gens, là, le logement social, c'est même pas 3%. Les vidanges, c'est 3,5%. Et les eaux et les égouts, c'est 4,3%. Non, c'est ça. Parce que les villes ont complètement renié leur mission fondamentale, puis ils veulent tous se prendre comme des monarques, puis des petits gouverneurs de province pour se faire parader. Puis c'est bon, par rapport à ça, tout cet argent-là, mesdames et messieurs, c'est votre argent. Les municipalités sont des créatures du provincial, donc techniquement, cette dette-là, elle vous appartient. Donc. Oui, mais tu sais, si les villes s'étaient commis à faire des budgets équilibrés, à pas trop s'endetter, puis à faire attention, puis à pas trop dépenser sur des niaiseries, je sais pas si les gens réalisent, là, mais il y en aurait de l'argent pour le logement social. Il y en aurait de l'argent pour le déneigement. Il y en aurait de l'argent pour la collecte des vidanges, l'élimination des déchets, puis tout. Mais regarde ça, là, 18% ou presque va au service de la dette, puis 10% de tout le budget va dans les loisirs et culture. C'est plus que le logement social, c'est plus que l'eau et les égouts, c'est plus que l'enlèvement de la neige. Que l'urbanisme. Non. Et même plusieurs de ces postes budgétaires-là mis ensemble. Donc, ce que José Legault raconte, c'est du pur délire. Là. C'est pas une obsession, le déficit zéro, c'est que le Canada, puis ça, c'est Feu Germain Belzile qui nous l'avait expliqué à un moment donné, dans les années 90, quand Jean Chrétien a mandaté Paul Martin pour équilibrer les finances publiques du Canada, le problème qu'on avait, c'est qu'à chaque fois que tu envoyais une pièce de taxe au fédéral, il y avait presque 25 cents qui s'en allaient direct en intérêt à la dette. Hey. Ben là, Mané, t'as bien beau dire, ah non, mais faut pas faire une obsession, c'est pas grave, être dans le trou, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, tout ton argent va à payer les intérêts de ton déficit. Alors ça, c'est le bout qui n'a pas l'air à comprendre. Là. Les intérêts, l'argent qu'on met sur la dette en ce moment au fédéral, il augmente. Là. Oui, on est chanceux parce que, comme disait Yann, on a contracté des prêts des fois sur le long terme, fait que ces taux d'intérêt-là n'ont pas encore été trop entachés. Mais si c'est ça l'enjeu, là, le triple A et toutes ces affaires-là, c'est que si tu te fais décoter, elle parle de Lucien Bouchard, c'est drôle, elle n'a pas l'air de se rappeler d'un autre bout important. Lucien Bouchard, un moment donné, il l'expliquait pourquoi ils ont dû couper des gens puis faire attention aux dépenses. C'est que c'est la cote de crédit du Québec menaçait de se faire... les agents de notation menaçaient de décoter le Québec. Ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est plus difficile à emprunter. Donc, même si tu veux faire un déficit, tu as de la misère à le faire parce que personne ne veut te passer de l'argent. Puis s'il te la passe, tu n'as plus haut taux d'intérêt. Fait que là, tu sais, en fait, c'est un problème c'est un cercle vicieux, en fait, le cercle vicieux de l'endettement. Elle est là comme si c'était... Tu sais, c'est comme si c'est de la magie pour eux autres. On fait 40 milliards de dettes, mais c'est juste un chiffre. C'est juste un chiffre, c'est pas grave. Non, c'est ça. Puis, tu sais, Frank, c'est pas grave parce que on a une planète à sauver. Puis, tu sais, on a... Puis, tu sais, les agences de crédit, là, c'est rien que des Américains capitalistes. On s'en crise d'eux autres, là. Tu sais, c'est pas...
Ça vaut pas tant la peine. Nous, on a des programmes sociaux à faire vivre. Là. Ah non, mais ça n'a aucun c'est bon sens. Parce que justement, c'est pas une question de vouloir faire déficit zéro puis couper. Juste commencer à reculer un petit peu, puis regarder en arrière, puis de ramasser ce qu'on a fait, parce que c'est sain. C'est ce qu'on appelle en bon français le retour du balancier. Faut que tu égalises tes finances pour penser justement à long terme. Mais José Legault en est un exemple flagrant. Le Québec, et je comprends que c'est pas la majorité des Québécois, mais c'est une très forte majorité quand même. Nous sommes des illettrés économiques. A été toujours les marcassins de la grosse truie qui est le gouvernement. On se dit tout le temps, ben, regarde, les questions économiques, c'est le ministère du Revenu, le ministère des Finances qui s'en occupe. D'autres, on a notre argent à nous autres, on les calcule un peu, on se fait aider par des comptables, des trucs comme ça, mais sinon, on apprend de plus. Savoir comment la dette fonctionne, on s'en fout, c'est pas grave. C'est rien que de l'argent, on peut toujours en trouver d'autres, hein, on peut en imprimer. C'est mental, là, c'est pas tant pire que ça. Et j'en parlais d'ailleurs, on me demandait mon avis pour l'histoire du projet de loi de Boulay sur le travail des enfants. Ben, tabarouette, sont en train. Le projet de loi, d'une certaine manière, c'est carrément de vouloir saliner le seul sol fertile de futures générations d'entrepreneurs puis de personnes débrouillards qui vont sortir des PME. Parce que justement, dans les 2 dernières années, on a des générations de jeunes Québécois qui ont vu qu'un gouvernement sans pouvoir, sans vote démocratique, peut littéralement mettre à terre ou arrêter n'importe quelle industrie privée du jour au lendemain. Et après ça, il n'y a pas beaucoup de compensation. Après ça, le gouvernement gère toutes nos vies. Puis ensuite, sans compter le principe qu'au Québec, le privé, c'est quasiment vu comme du capitalisme sale, puis on oublie ça, il faut l'abattre, ça n'a aucun bon sens, il faut que le gouvernement gère tout. Ben oui. Fait que, rendu là, t'as-tu le goût de partir une entreprise, toi? Puis en passant, ces entreprises-là, c'est eux autres qui payent les impôts. Parce que la majorité des Québécois n'en payent pas. Puis vu qu'on c'est un autre paradoxe. Excuse-moi de te couper, là, mais c'est un autre paradoxe, puis on va aller sur la partie Patreon après ça. C'est que c'est une question, en fait, même, c'est une question rhétorique que je pose, mais il y a vraiment des gens qui commencent à se la poser sérieusement. C'est que si le gouvernement peut s'endetter à l'infini et créer des déficits par-dessus déficits, à quoi ça me sert de payer de l'impôt? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi chaque jour on nous fait des textes dans le journal pour nous dire qu'il faudrait taxer ci, il faudrait imposer ça, il faudrait augmenter les tarifs là-dessus parce qu'on n'a pas d'argent pour financer telle affaire? Oui, mais vous faites des milliards et des milliards de déficits chaque année. Tout ce que vous faites, vous le mettez sur la dette puis vous endettez les générations futures. Donc, rendu là, pourquoi me rajouter une taxe sur des boissons gazeuses? Pourquoi me rajouter des taxes niaiseuses sur telle affaire ou m'augmenter mon permis de conduire? Ouais. Qu'est-ce que ça vous change? De toute façon, vous nous avez dit, comme dirait José Legault, c'est pas important le déficit zéro. Il ne faut pas que ce soit une obsession. Donc, si ce n'est pas une obsession, laissez-moi mon argent, je vais en gérer moi-même, puis vous autres, continuez de vous mettre dans le trou. Non, mais on comprend que c'est absurde ce que je suis en train de dire là, mais c'est leur vision du monde, ce qui est d'autant plus capoté. Là. Puis, il y a un vieux proverbe japonais qui dit « Si vous voulez que le dernier étage d'un palais soit stable, il faut consolider la base de l'édifice. » Et malheureusement, j'ai l'impression que cette classe politico-médiatique-là l'a considérablement oublié parce que de plus en plus, on voit vraiment qu'on pense à court terme. Autant n'importe quel politicien, municipal, provincial, fédéral, et même les journalistes en grande majeure partie, c'est que là, on taxe, parce que là, on a une super raison. L'environnement, il faut sauver la planète, on a le cœur gros comme la main, on veut aider nos nouveaux arrivés immigrants, on est super accueillants, on est progressistes, regardez comme on est beau. Mais justement, les monsieur, madame, tout le monde, que eux autres payent leurs taxes et leurs impôts, puis commencent à avoir de plus en plus serré à la gorge, puis ils pourront, à un moment donné, plus pantoute ou très, très peu. Là, à un moment donné, les revenus vont arrêter d'arriver. Puis, oh mon Dieu, ça va leur sauter d'en face, comme bien d'autres choses. Et ça ira pas bien, mes chers amis, quand ça va arriver, parce que là, ce sera plus une question de choix. S'ils veulent faire l'austérité, ils n'auront pas le choix de le faire. Ouais, puis le pire, c'est ça, je vous le dis d'avance, quand ça va arriver, même chose pour l'histoire de Donald Trump, ils vont trouver une manière de dire que c'était pas de leur faute, que c'était la faute. À la limite, ils vont blâmer les conservateurs. Ils vont trouver une spin, je suis sûr, je mets 100 piastres sur la table là-dessus. Ils vont blâmer les conservateurs, ils vont blâmer tout sauf les responsables. Et ça va encore être, c'est ça, on va encore nier la réalité, comme Mme Legault, qu'on lui souhaite bonne chance dans son voyage intergalactique et interdimensionnel. Oui, absolument. Sur ça, ben écoute, on va aller dans la partie Patreon. Justement, on va se poser la question si on a encore les moyens de se payer des tramways, des ponts, puis des tunnels, puis toute la patente. Et j'ai aussi
Ça, je te l'avais pas dit, c'est une petite surprise. J'ai Oh! aussi une publicité du panier bleu Oh my God. mettant en vedette Jacques de Jacques et Louise, très peu habillé. Je pensais que t'allais dire Pierre Fitzgibbon. Donc, je l'ai pas mis dans la partie normale parce qu'on allait se faire flaguer pour contenu obscène. Ouais. Fait que mais non, mais c'est même pas des jokes. Fait que Ah ouais, en plus. on s'en va sur Patreon, tout le monde.